Alors, Jean-Claude, on est dans une phase d'inflation forte. On a eu des NAO l'an dernier qui ont été difficiles dans un certain nombre de pays. On voit que les États-Unis annoncent une grande grève par le syndicat, par le syndicat de l'automobile, le FAW. Qu'est-ce que cette situation vous inspire? Alors, elle m'inspire plusieurs réflexions. La première, c'est qu'il y a, au-delà de la négociation avec les partenaires sociaux, les syndicats, puisque vous citiez le syndicat américain, l'important, c'est ce que ressentent, ce que vivent, ce que perçoivent les salariés eux-mêmes. Hein. L'important, et notamment dans cette négociation sur les salaires, on sent de façon très claire dans la plupart des pays du monde, et notamment en France, que les salariés attendent une réciprocité, attendent un retour, attendent un partage de la valeur. C'est-à-dire qu'ils adhèrent à l'entreprise, ils comprennent ses enjeux, ils comprennent ses impératifs, mais ils souhaitent que ces négociations salariales soient l'occasion d'une marque de réciprocité, de symétrie des attentions et des intentions. Et donc, ce que j'en tire comme principal enseignement, c'est d'être très attentif à la compréhension qu'ont les salariés, à leurs attentes, à à leurs demandes, à leurs souhaits. Et au-delà des partenaires sociaux, là, des groupes sociaux, ce qui est important, c'est de prendre le pouls du corps social lui-même, c'est-à-dire de l'ensemble des salariés. Ça, c'est un petit peu nouveau, hein, parce que dans le passé, les négociations obligatoires sur les salaires étaient un événement plus ou moins important. D'ailleurs, il n'y avait pas obligation de conclure. Hein. C'était dans les mains des partenaires sociaux et des directions. Et depuis peu de temps, hein, depuis 2023, cette hyperinflation, nous sentons bien que, je sens bien que les salariés sont très sensibles à cet événement. Au-delà au-delà de la négociation avec les partenaires, c'est le symbole d'une réciprocité, d'un retour, d'une marque de respect. Alors, tant dans le principe de négociation, dans le processus de négociation, que bien évidemment dans l'enveloppe. Et je pense que 2024 sera aussi sous un peu cette notion de respect, de transparence, d'authenticité dans la négociation et dans la réciprocité. Alors, ce qui, je crois, est intéressant, et je partage l'ensemble des points que vous avez évoqués, mais ce dont il faut avoir conscience, c'est que ce fait n'est pas qu'un fait français. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de pays, aussi bien en Corée, en Inde, en Turquie, aux États-Unis, on en parlait, au Mexique, où une nouvelle réglementation sociale a été mise en place. De plus en plus, cette notion est globale. Et on a tendance à regarder un petit peu notre nombril en France, à penser qu'on a le monopole des mouvements sociaux, des difficultés de ce côté-là, mais c'est quelque chose qui est finalement assez universel. Et ça n'est que par l'authenticité, la présence terrain des managers, Mm. par un discours de vérité, par le partage du projet d'entreprise, qu'on arrive comment dire, à aligner toutes les énergies de l'entreprise dans le sens qu'il faut atteindre. Oui, d'autant plus que les salariés de tous les pays du monde communiquent entre eux via les réseaux sociaux, via Internet. Il y a une convergence des ressentis. Avant de parler de convergence des luttes, il y a une convergence des ressentis, des émotions, des perceptions. Et effectivement, c'est international. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, y compris en Chine, y compris en Inde, absolument dans tous les pays, le salarié qui travaille pour une grande entreprise, qui est plutôt internationale, attend un retour et attend une similitude des retours, quel que soit le pays. Donc cette notion, elle est vraiment mondiale, elle n'est pas uniquement française. Et ça dépasse la relation traditionnelle, de la négociation, hein, et on l'a vu en 2023, quand on négocie sur les salaires, on commence par une petite proposition, puis on monte. Là, aujourd'hui, c'est plus de mise, c'est plus le sujet. Le sujet, c'est l'authenticité, c'est la transparence, c'est l'honnêteté. Hein. C'est dire, voilà ce qu'on propose, alors on peut ajuster. Et encore une fois, deuxième conséquence, jusqu'à présent, la négociation était dans les mains des partenaires sociaux, des syndicats qui représentaient, qui avaient été élus pour certains pour représenter les salariés. Il faut aujourd'hui prendre en considération les salariés eux-mêmes, au-delà des groupes sociaux.
Hein, c'est au-delà des cadres, au-delà des managers, au-delà des agents maîtrises en France, au-delà des ouvriers ou des employés. Il faut être en mesure de comprendre ce que chaque salarié peut percevoir. Alors, la réaction est d'abord individuelle et elle s'agrège au fil des contacts, au fil des rencontres, au fil des discussions, et elle devient collective. Mais au départ, elle est individuelle. D'où la nécessité d'avoir une relation de proximité. Mais la maturité des managers, la maturité de l'organisation ressources humaines dans les différents pays est extrêmement hétérogène. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est que les leviers sont les mêmes, les méthodes sont les mêmes. Il faut parler à l'ensemble du corps social, à l'ensemble des salariés, à l'ensemble des individus, tout en essayant justement d'entraîner par le haut, de faire comprendre cette logique à l'ensemble des managers, qu'ils soient chinois, mexicains, brésiliens. La dynamique est la même. Oui, et ça remet en perspective une notion, alors ça va vous faire sourire, parce que c'est un terme que j'adore, mais qui est complètement archaïque, c'est la notion du contrat synalagmatique. Hein. Le contrat synalagmatique, c'est un contrat qui engage de façon réciproque et équitable les parties contractantes. En quelques mots, le contrat de travail, il est synalagmatique, c'est-à-dire que l'employeur doit penser au bonheur de son collaborateur, préserver son équipe, sa santé, et faire en sorte qu'il puisse se développer, d'où la rémunération. Et le salarié doit travailler et répondre aux objectifs de l'employeur. Et en fait, dans le passé, y compris dans certains pays, l'employeur était celui qui sauvait le salarié. Il lui évitait le chômage, il lui évitait la misère. Il y avait cette dimension un petit peu, je dirais, deus ex machina de l'employeur, qui sauvait le monde, qui faisait le bonheur. T'occupe pas de la marque du vélo, tu pédales parce qu'on veut ton bonheur. Aujourd'hui, on est vraiment dans une relation de réciprocité, donc synalagmatique. Le salarié veut être sûr que l'employeur pense bien à lui. Mais ça veut dire exigence et bienveillance. Ça veut dire donc cette notion de partage, cette notion, encore une fois, de symétrie des intentions et quelque part des actions. Je pense que la relation entre une entreprise et le salarié a évolué. Alors, elle aurait dû toujours être réciproque et équitable, elle l'est par définition, mais dans les faits, elle a évolué au fil des crises, au fil des événements, notamment la crise sanitaire, on voit apparaître des comportements plus individuels qu'ils n'étaient dans le passé, et ça veut dire que l'entreprise doit rétablir cet équilibre, elle doit continuer d'être exigeante, mais sa bienveillance consiste à prendre en considération ce que ressent et ce que vit le salarié. Eh bien, merci Jean-Claude. Le contexte d'une inflation forte, d'un environnement incertain, volatile, nous amènera forcément beaucoup de discussions dans les mois qui viennent pour réussir justement à maintenir nos entreprises, à maintenir nos usines dans des dynamiques positives et pour trouver justement des accords gagnant-gagnant entre nos salariés et le management de chacun des pays. Merci à vous.